l'Institut national de l'histoire de l'art et le Château de Fontainebleau sont heureux de vous recevoir pour cette 9e édition de ce Festival de l'histoire de l'art. Vous allez assister à une table ronde qui s'intitule « Figures du peuple en RDA », figures au pluriel, et elle vous sera présentée par Mathilde Arnoux, Jérôme Bazin, Caroline Moine et Marie-Madeleine Osdoba. Je vais maintenant laisser la parole à Solène ici, qui va vous livrer une petite présentation de nos intervenants. Bonne conférence à vous. Bonjour à tous et à toutes. Alors, nous sommes en présence aujourd'hui de 4 intervenants que je vais vous présenter rapidement. Donc, Mathilde Arnoux, directrice de recherche et responsable des publications françaises au Centre allemand d'histoire de l'art, DFK, Deutsches Forum für Kunstgeschichte, qui travaille sur les relations artistiques, les expositions d'art allemand et leur réception, mais aussi sur la notion de réel dans les arts plastiques. Et elle a récemment publié « La réalité en partage pour une histoire des relations artistiques entre l'Est et l'Ouest pendant la guerre froide ». Jérôme Bazin, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université Paris-Créteil, dont les domaines de recherche tournent autour de l'histoire sociale de l'art et de l'architecture, notamment dans les sociétés communistes. Il est l'auteur de Réalisme et égalité, une histoire sociale de la peinture en République démocratique allemande 1949-1990 et collabore avec Séverine Antigone-Marin au carnet de recherche publié sur Hypothèse. Caroline Moine, maître de conférences en histoire contemporaine de l'HESS, dont les champs de recherche incluent l'histoire culturelle du cinéma, l'histoire des relations culturelles internationales et également l'histoire culturelle de l'Allemagne et de l'Europe après 1945. Elle est l'auteur de Cinéma et guerre froide, histoire du festival du film documentaire de Leipzig 1955-1990, publié en 2004. Et elle est également cofondatrice de la revue franco-allemande d'histoire culturelle Symposium. Et enfin, Marie-Madeleine Osdoba, qui est récemment jeune docteur et conseillère scientifique au Centre allemand d'histoire de l'art, dont les recherches portent sur les études visuelles, l'histoire culturelle et les imageries populaires de l'architecture, ainsi que le récit médiatique et sa narratologie. Et elle a très récemment soutenu sa thèse sur le mythe de l'architecture ultramoderne dans la presse américaine 1947-1964. Je vous remercie beaucoup. Merci au Festival de Fontainebleau d'accueillir le Centre allemand d'histoire de l'art pour cette carte blanche. Je suis très reconnaissante à nos 3 invités, Caroline Moine, Jérôme Bazin et Marie-Madeleine Osdoba, d'être avec nous et d'avoir accepté de venir partager quelques éléments de leur recherche. Vous voulez ça ? De leur recherche. C'est bon comme ça ? D'accord. Sur les figures du peuple. Et j'aimerais enfin remercier Christina Lumen, qui n'est pas là, mais qui viendra peut-être, qui a tant aidé à la préparation de cette rencontre. Les choses se dérouleront ainsi, après une introduction qui me permettra de présenter le sujet de cette table ronde et d'introduire nos invités. Chacun interviendra 15 minutes avant que la salle ne soit invitée à poser des questions. En 1990, peu de temps avant la disparition de la RDA, la Poste nationale émet un timbre. Il présente en son centre l'église Saint-Nicolas de Leipzig, qui, à partir de septembre 1989, avait été le théâtre des manifestations du lundi. Les manifestants figuraient sur le timbre par des taches bleues, jaunes et noires aux couleurs de la ville, en nombre serré, arborant des banderoles, scandent « Wir sind das Volk », nous sommes le peuple, dont les mots sont rappelés dans la partie inférieure du timbre. Pendant 40 années, le SED, Parti socialiste unifié à la tête du pays, a conduit sa politique compte tenu de la conviction d'une unité entre le peuple et le parti. Le Wir sind das Volk des manifestants d'alors résonne comme une réappropriation citoyenne de ce que le parti a confisqué. Réappropriation de la définition de l'entité peuple dans sa variété, son hétérogénéité, son étendue, dénotée par la multitude et la multiplicité des taches de couleurs. Le slogan des manifestants dénie au SED le droit de continuer à agir au nom du peuple et lui conteste toute légitimité. C'est la mise à jour de l'existence d'opinions distinctes de celles du parti, de conscience individuelle, là où les démocraties occidentales les imaginaient avoir été étouffées, annihilées par les systèmes totalitaires et autoritaires.
Depuis sa fondation, le 7 octobre 1949, la RDA, le SED, Parti socialiste unifié, se présente au service du peuple. Peuple composé de travailleurs et d'agriculteurs, peuple incontournable pour donner une identité à ce pays, né des décombres de la guerre et de la division de l'Allemagne en une zone capitaliste et une zone socialiste. Peuple dont le programme doit incarner les ambitions de la nouvelle nation et dont l'identité se démarque de tout héritage du nazisme et veut représenter la lutte pour la paix contre le fascisme en opposition à l'impérialisme des puissances capitalistes antidémocratiques. Le peuple, fabriqué par le parti, doit se distinguer de la conception raciale nazie et participer à l'édification de l'État socialiste. Il est associé à tous les échelons de la construction de la société, de l'économie, de la politique. Les discours politiques et les supports de propagande qui s'en font les relais à l'étranger en sont un excellent témoignage, comme par exemple l'organe Panorama DDR, destiné à la France, qui dans tous ses fascicules, parus dans les années 1970 et 1980, expose les ambitions du pays en faveur du peuple, une politique au service du peuple. Le peuple travailleur de RDA fait valoir ses droits. Les discours politiques se l'approprient conformément à l'idéal idéologique et lui destinent ses initiatives tant économiques que culturelles ou éducatives. Au cœur de la société, l'entreprise est structurée autour de brigades auprès desquelles sont relayées les directives politiques. Au sein de ces groupes, constituant la plus petite unité représentant le peuple, les travailleurs vivent, forment leur identité, développent des pratiques amateurs. À travers ces structures, le parti se figure pouvoir en délimiter la définition, le connaître et juger de ce qui lui convient, qu'il s'agisse des références historiques pouvant forger son identité nationale, ou bien encore que l'esthétique présidant aux œuvres expressionnistes abstraites et à toute forme relevant de la modernité bourgeoise serait étrangère au peuple. Revenir sur les figures du peuple, avec des invités spécialistes de RDA, autour de cette table ronde, c'est vouloir rendre visible la tension entre la fabrication du peuple par les autorités politiques, objectivée à travers les théories, les discours, les directives, les représentations jugées exemplaires et la pluralité de conception et de compréhension de cette entité, telle qu'elle transparaît à travers les écarts entre les programmes et les mises en œuvre, la variété des représentations, la diversité des expériences au fil du temps et de la transformation du système. En dépit des ambitions du parti de le circonscrire, ce sont bien des conceptions très différentes qui président aux différentes représentations qu'en proposent les œuvres de commande, comme celle de Hans Yüksel, représentant en 1951 la figure historique d'Ernst Thälmann, secrétaire du Parti communiste allemand de 1925 à 1933, parlant au peuple, ou bien même celle de Dietmar Büttner, Décision du peuple 1946, réalisée en 1975, rappelant la nationalisation des biens en zone soviétique en 1946, toutes deux œuvres de commande auquel est dédiée la plateforme Bild Atlas dont j'ai mis les références juste là et qui permet de trouver grand nombre d'œuvres de commande sur Internet. C'est à autant de distinctions qu'invite l'analyse des projets d'architecture destinés au peuple, comme on peut en voir sur cette image, que ce soit des piscines, des théâtres ou des cinémas, et les développements du design, les photographies, les timbres ou encore les films documentaires. Parmi ces figures, remarquons la foule constituée des différents groupes socio-professionnels composant le peuple, les figures singulières incarnant qualité et but reconnus à la collectivité, comme celle de l'institutrice de Kretschmar, ou encore les figures singulières qui pointent l'hétérogénéité des composantes du peuple, comme les peintres ouvriers du documentaire Drei von vielen de Jürgen Böttcher, ou encore les unités identiques des Standards de Penck qui renvoient à l'uniformité de la conception qu'en a le parti. Les figures solidaires de résistance engagée ou celles blasées
comme celle de Matt Hoyer. Et ça ne sont là que quelques variantes de ces figures du peuple que l'on peut retrouver au travers des pratiques artistiques en RDA. Pour cerner certaines de ces figures, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui 3 chercheurs dont les travaux prêtent une grande attention aux différenciations nécessaires à l'appréciation et à la prise en considération des productions artistiques et culturelles des pays socialistes. Caroline Moine est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université Saclay, spécialiste de l'histoire des médias et d'histoire culturelle. Elle est cofondatrice et membre du comité de rédaction de la revue Symposium, revue franco-allemande d'histoire culturelle. Ses recherches portent plus particulièrement sur l'histoire des mobilisations de solidarité internationale dans l'Europe des années 70 et 80, à laquelle elle a dédié un ouvrage co-dirigé avec Frank Bösch et Stefanie Zenger, intitulé Internationale Solidarität, globales Engagement in der Bundesrepublik und der DDR, donc solidarité internationale, engagement global en RFA et en RDA. Son intérêt porte également sur l'histoire des festivals internationaux de cinéma dans la guerre froide, à travers lesquels elle s'est particulièrement penchée sur la RDA et le festival de films documentaires de Leipzig. Vous pouvez aller consulter cet ouvrage sur le stand du Salon du Livre du Centre allemand d'histoire de l'art où il est présenté. Marie-Madeleine Osdoba est donc fraîchement docteur et vient donc de soutenir à l'EHESS une thèse s'intitulant « Tomorrow's Life Today, le mythe de l'architecture ultramoderne dans la presse américaine 1947-1964 ». Ces recherches au croisement des pratiques de l'architecture, de l'analyse de la formation des représentations dans la culture populaire et de l'histoire visuelle portent désormais sur les développements de l'architecture dans l'Europe divisée de la guerre froide, à l'exemple de la France et des 2 Allemagnes. Jérôme Bazin est maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne. Il travaille à une histoire sociale de l'art dans différents contextes communistes en Europe de l'Est et de l'Ouest. Il a publié Réalisme et égalité, que vous pouvez également venir consulter sur le stand du Centre allemand d'histoire de l'art, une histoire socialiste de l'art en République démocratique allemande, paru aux presses du Réel, et co-dirigé Art Beyond Borders, Artistic Exchanges in Communist Europe, paru en 2016. Il participe à l'organisation d'une exposition qui se tiendra à Varsovie en 2020 sur les pratiques artistiques dans les différents pays socialistes dans les années 50, dans laquelle les figures du peuple tiendront une place essentielle. Tous 3 sont donc spécialistes de la période de la guerre froide. Chacun s'est penché plus particulièrement sur certaines décennies et s'attache à des médiums distincts. En les rassemblant, l'ambition de cette table ronde est de souligner la transversalité du sujet que constituent les figures du peuple sans la réduire. Chacun a bien voulu se saisir d'un objet à partir duquel soulever des questions posées par les représentations du peuple en RDA. Jérôme Bazin a choisi de s'intéresser à un cycle de linogravure en couleur intitulé « Spécialiste de la pomme de terre », réalisé en 1964 par le cercle d'amateurs d'une entreprise du bâtiment à Neubrandenburg, à partir duquel il montrera les oscillations entre les différentes valeurs et qualités qu'incarnent les représentations du peuple. Marie-Madeleine Osdoba prêtera attention au Palais de la République de Berlin, icône de l'architecture de RDA, et interrogera les différentes représentations qui ont pu lui être attachées. Caroline Moine se penchera sur la grande manifestation qui a eu lieu sur l'Alexanderplatz le 4 novembre 1989, durant laquelle retentissait « Die Straße ist die Tribüne des Volkes », la rue est la tribune du peuple. Elle s'attachera particulièrement aux enjeux de mise en scène et à la créativité des manifestants dans l'expression de leurs revendications. Je me réjouis beaucoup que vous ayez accepté cette invitation à participer à cette table ronde, car c'est aussi pour le Centre allemand d'histoire de l'art, dont on salue le directeur Thomas Kirchner, sa volonté de rendre sensible le regard renouvelé auquel invitent les productions artistiques et culturelles de RDA. Bien au-delà de renseigner seulement les productions de ce pays, aujourd'hui disparu, les recherches dans ce domaine questionnent les silences de l'histoire de l'art, de la période de la guerre froide, et en les questionnant, met à jour les interdépendances dans la constitution des 2 parties de l'Europe
que l'on a longtemps pensé à la lumière de la division. Le fonds d'ouvrage récemment acquis par la Bibliothèque du Centre allemand d'histoire de l'art auprès des héritiers de l'historien de l'art de RDA Peter Hans Feist sera l'occasion, à partir de l'année 2020, d'inviter à des rencontres pour cheminer dans cette réflexion. À l'heure où le terme de populisme est sur tant de lèvres, où le peuple est glorifié, effraie ou fait l'objet de mépris de classe, revenir au peuple d'un point de vue historique, c'est inviter à interroger qui le fait exister, à veiller à la façon dont il est fabriqué, revendiqué, compris. C'est prêter attention à la façon dont il est considéré, dont il est inclus ou exclu. Revenir au peuple d'un point de vue historique dans un pays socialiste, c'est aussi s'intéresser au lien entre le peuple et ce qu'on a fait le socialisme d'État. Et c'est donc aussi nécessairement inviter à distinguer le socialisme d'État de la pensée sociale. La plasticité des conceptions du peuple s'illustre dans la requalification qu'a connue le slogan « Wir sind das Volk » de 1989, repris dans les années 2010 par les groupes d'extrême droite d'Allemagne, AfD et Pegida, qui en ont fait une expression de haine raciste. Cette plasticité exige un questionnement inlassable dans lequel notre rencontre veut s'inscrire. Et sur ces mots, je me réjouis de passer la parole à Jérôme Bazin. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathilde. Je vais mettre un chronomètre pour pas dépasser. Merci beaucoup pour cette introduction et puis pour l'invitation. Et merci à tous d'être là. Ça nous fait toujours plaisir de parler de la RDA en France. On n'a pas souvent l'occasion, mais c'est toujours un plaisir de parler de nos travaux et puis de ce pays, non pas en Allemagne, mais en France. En effet, comme tu l'as dit, j'ai choisi de partir d'un objet particulier, donc un cycle de linogravure que vous voyez ici. Peut-être juste pour commencer, dire que la RDA a produit, enfin les différents artistes ont produit énormément d'œuvres avec différents médiums. Et donc aujourd'hui, on a une très grande quantité. Et si la figure du peuple est aussi difficile à définir, ou en tout cas on peut la décliner de plein de façons, c'est aussi par ce très grand nombre de productions visuelles que l'on a et dont on est toujours surpris. Hein. Enfin, on découvre beaucoup de choses. On découvre des films, on découvre des productions visuelles, des peintures, des œuvres graphiques en très grand nombre. Ce que j'ai choisi ici, c'est un cycle très peu connu, voire pas du tout connu, que j'ai trouvé à Beeskow, qui est un lieu où ont été entreposées et maintenant valorisées depuis plusieurs années les œuvres qui appartenaient aux entreprises, aux syndicats, aux partis. Donc après 90, quand les œuvres n'avaient plus de possesseurs, une grande partie d'entre elles ont été entreposées donc à Beeskow, qui est un village à côté de Berlin, à 70 km de Berlin. Le cycle a été exposé un petit peu, donc il date de 1964, il a été un tout petit peu exposé dans les festivals d'artistes amateurs, mais globalement, ce n'est pas du tout une œuvre emblématique, montrée très régulièrement, comme il y en a certaines en RDA. Tu as montré tout à l'heure les tableaux de Matoyer, on pourrait citer Willy Zitte aussi, Tübke, qui sont les artistes emblématiques du régime, à l'époque du régime et encore aujourd'hui. Là, j'ai plutôt choisi une œuvre peu connue pour montrer aussi que c'est ça, l'art de RDA. Le cycle donc, est intitulé, tu l'as dit, Spécialiste de la pomme de terre, 1964. C'est donc un cycle de linogravure qui a été fait par un cercle d'amateurs de Neubrandenburg. Je vais vous montrer une carte tout à l'heure. Et qui montre, vous le voyez, les différentes étapes dans la production de la pomme de terre, donc la production mécanisée, industrialisée, on pourrait dire, de la pomme de terre, donc de la récolte au tri, au transport. Et puis le cycle montre aussi
la rencontre entre les amateurs qui se représentent, donc les amateurs qui sont les employés d'une usine, et les travailleurs sur cette coopérative agricole. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce cycle, c'est que ça permet vraiment de tourner autour de cette figure du peuple. Et donc j'ai essayé de raccrocher un peu des analyses générales que j'ai pu mener. Tout mon travail n'a pas porté sur ce cycle. Beaucoup d'autres choses sur lesquelles j'ai travaillé, des peintures, d'autres œuvres graphiques. Mais voilà, je vais essayer de tisser quelques idées, de rassembler quelques idées importantes et d'interroger un peu cette figure du peuple, qui en effet, c'est peut-être l'idée principale que je voudrais mettre en avant, est beaucoup plus compliquée que ce que l'on peut penser. Souvent, a priori, l'idée du peuple dans un pays socialiste est assez simple, c'est l'état des ouvriers et des paysans, et l'ouvrier et le paysan sont des catégories relativement faciles à saisir. Et ce que je trouve intéressant dans une partie de la production visuelle, c'est qu'on est amené à réfléchir beaucoup à qui sont ces ouvriers, qui sont ces paysans, comment ils sont représentés, et finalement les catégories sociales, comme toujours, sont beaucoup moins claires que ce qu'on pense. Voilà, donc j'ai organisé en trois idées autour de ce cycle. La première idée, c'est que ce cycle représente donc différents segments du peuple. Il réunit différents segments du peuple. J'insisterai sur le terme que tu as utilisé d'hétérogénéité du peuple. Ça n'est pas du tout une caractéristique annexe, quelque chose qu'on dirait comme ça au détour d'une phrase. L'hétérogénéité du peuple est vraiment un trait majeur, et on est toujours amené à réfléchir sur cette hétérogénéité quand on travaille à la fois sur l'histoire sociale et sur ces images. De quelle hétérogénéité on parle ici ? Donc, ceux qui ont produit les images, ceux qui ont réalisé tout ce cycle, ce sont des amateurs donc d'une usine, je vais y arriver, d'une usine du bâtiment dans une ville qui s'appelle Neubrandenburg. Je vous ai situé ici. Pour bien préciser un peu où on est dans la géographie industrielle de la RDA, on n'est pas du tout dans une grande région industrielle de la RDA. Les grandes régions industrielles, c'est donc la région de Berlin et puis plutôt le sud du pays avec les anciennes villes industrielles, Leipzig et donc Chemnitz, Karl-Marx-Stadt et tout un chapelet de villes. Donc plutôt au sud du pays et au sud de Berlin-Est. Là, vous voyez, Neubrandenburg, on est au nord, et ça n'est pas du tout une grande ville industrielle du pays. Donc on a déjà un monde ouvrier assez marginal concernant ces producteurs. Et ce qu'ils représentent, ce que ces artistes amateurs représentent, c'est probablement le groupe social le plus... sur l'échelle sociale, celui qui est placé le plus bas de l'échelle sociale, ce sont les employés des coopératives agricoles, donc dans cette région qui, là aussi, n'est pas une grande région agricole de la RDA, c'est pas la région la plus productive. Donc on est un peu dans la périphérie de la périphérie de la RDA. Dans les groupes les plus marginalisés. Et vous voyez qu'on a vraiment ces différents segments. On est invité à réfléchir un peu à l'éventail représenté par le peuple. Dans cette idée de l'hétérogénéité aussi, on peut insister, être attentif dans ce cycle à la différence entre hommes et femmes qui est visible, rendue visible par le cycle. La plupart des travailleurs sur ce cycle représentés sont des travailleuses en fait. Ce sont les femmes essentiellement que l'on voit. Ce sont les femmes que l'on voit faire le travail physique pratiquement. Les hommes sont assez peu visibles. Vous voyez sur le tracteur, on peut supposer que c'est un homme, mais sinon l'essentiel des figures du travail sont des femmes. J'ai choisi ces trois images parce que là on a vraiment la confrontation entre hommes et femmes.
Sur l'image qui est tout à gauche, on voit bien, tout à droite, pardon, là on voit bien la dichotomie rendue visible aussi par la différence générationnelle entre la jeune femme et l'homme plus âgé. La figure à droite, à gauche, je vais y arriver, c'est finalement un motif socialiste très traditionnelle, qui est la figure du contrôle, l'ouvrier qui contrôle la production, mais là, cette figure-là est reprise sous l'angle du genre, puisque c'est l'homme qui contrôle la production de la femme, ce qui peut sembler aussi un peu bizarre, puisque c'est juste les pommes de terre, donc on se demande un peu ce qui est contrôlé, mais on retrouve ce regard ici du contremaître, pour le coup, sur ce qui a été réalisé. Et puis, la figure... l'image qui est au centre, dont je n'ai pas pu obtenir de meilleure reproduction, elle est assez intéressante puisqu'on voit donc là le transport de ces pommes de terre, et puis on a presque une représentation vraiment de l'antagonisme entre hommes et femmes. Ce sont essentiellement les femmes qui travaillent, et on peut se demander ce que fait l'homme exactement. Si on regarde très rapidement, on pourrait penser qu'il porte quelque chose, mais en fait il ne porte pas. On ne sait pas s'il a porté quelque chose et qu'il est dans la continuité de son geste, mais en tout cas là sur l'image il ne fait rien, et c'est la femme qui est à côté qui porte vraiment les choses. On retrouve souvent ça, cette question de la division des tâches entre hommes et femmes. Et vous voyez, je vais terminer la première partie là-dessus parce que le temps file, quand on dit hétérogénéité du peuple, l'idée qu'il y a derrière, qui est intéressante, c'est aussi les antagonismes à l'intérieur du peuple. C'est-à-dire les antagonismes entre ouvriers de l'industrie et paysans, antagonismes entre hommes et femmes, et puis, là c'est pas visible, mais dans les cycles qui concernent la production industrielle, on a comme ça des indices d'antagonisme entre ouvriers qualifiés et ouvriers non qualifiés. Donc tout ce qui fait la vie du monde populaire est-allemand, on peut en trouver des signes, des traces dans ces productions visuelles. La deuxième idée que j'aimerais développer plus rapidement, c'est en reprenant le titre d'un article que j'aime tout particulièrement et qui a été traduit en français, Héros du travail, peine au travail, du grand historien Alf Lüdtke. Alf Lüdtke a été un grand historien donc, du monde ouvrier allemand sur tout le XXe siècle et même du XIXe siècle, et qui est décédé il y a quelques mois. Et donc, ça permet aussi de rendre hommage à celui qui est... Je trouve un des historiens les plus inspirants de ces dernières décennies. Et donc, il a consacré quelques travaux à la RDA, et un de ses articles s'appelle « Héros du travail, peine au travail ». Et ça permet en fait de synthétiser un peu deux tendances qu'on trouve dans la représentation du peuple travailleur. D'un côté, il y a le héros du travail, donc représenter les travailleurs enthousiastes, forts, fiers de leur travail, qualifiés souvent. Donc là, c'est l'aspect valorisant du travail. Et de l'autre côté, il y a la représentation de la peine au travail. Peine au travail qu'on voit très bien dans tous les tableaux est-allemands, donc de l'époque socialiste, qui parlent du passé, qui évoquent la situation avant le socialisme. Et là, vous avez toute la représentation qui date du XIXe siècle et de la première partie du XXe siècle, de la peine au travail, de l'ouvrier qui ploie sous la charge. On a plusieurs exemples comme ça en RDA, donc des tableaux qui évoquent le passé. Et puis, il y a les tableaux plus rares, mais qui existent aussi, où les artistes est-allemands parlent de la situation des travailleurs à l'ouest. Donc évidemment, le travailleur est malheureux à l'ouest, alors qu'il est heureux à l'est. Et là aussi, on a une réinvestissement d'un art qu'on peut dire misérabiliste, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas qui insiste sur les souffrances du peuple. Entre ces deux pôles, et c'est là-dessus sur ce point que je voudrais insister sur cette deuxième partie, finalement la plupart des productions visuelles se situent un peu entre les deux et oscillent vraiment, au sens où dans la même image, on trouve à la fois la représentation du héros du travail et de la peine au travail. On a certaines représentations qui sont très schématiques, mais on a une grande partie des représentations visuelles qui finalement se retrouvent un peu entre les deux. Et dans ce cycle tout simple amateur,
on voit un peu cette double nature. Vous voyez ici, c'est difficile dans l'image que j'ai choisie, où on voit vraiment le travail de ces femmes. On se situe vraiment entre héros du travail et peine au travail. On a un peu les deux qui sont juxtaposés. Je pensais vous parler de ce tableau, mais comme le temps défile, je passe directement à mon troisième point. Mon troisième point pour insister sur le fait que c'est un cycle fait par des amateurs. Le monde amateur a été beaucoup promu à l'époque de la RDA. Le tableau date de 1964, qui est quelques années après la conférence de Bitterfeld de 1959, qui a été une conférence qui a énormément encouragé différents groupes sociaux à produire de l'art, donc que l'art ne soit pas fait simplement par des artistes, mais par le peuple. Si on regarde donc cette partie du cycle qui présente les paysannes et le contremaître paysan et les amateurs, donc on voit qu'il y a des différences dans les façons de représenter. Et la façon dont les amateurs se représentent eux-mêmes est assez intéressante. Vous voyez que les amateurs ne sont pas habillés de la même façon. Donc ils viennent de cette petite ville de Neubrandenburg, mais ils sont habillés avec d'autres vêtements qu'on peut appeler plus modernes dans la RDA des années 1960. Et vous avez, si vous regardez la femme artiste par rapport aux paysannes, il y a là aussi des différences dans les façons de représenter. Les amateurs ne sont pas forcément des ouvriers de cette société de construction. Ça peut être des employés, ça peut être des comptables, mais on a aussi des ouvriers. Et le monde amateur est assez fascinant dans sa façon de juxtaposer des trajectoires sociales, des profils sociaux très, très différents. Et c'est un bon moyen de voir la malléabilité de ce monde populaire où vous avez des personnes qui passent, qui, grâce à leur activité d'amateur, progressent dans l'entreprise. Et le fait qu'ils se représentent dans cette image comme, on pourrait dire, embourgeoisé, alors on peut beaucoup discuter de type de peuple embourgeoisé, mais voilà, comme plus moderne, plus urbain, et comme une sorte de catégorie supérieure des classes populaires, montre aussi une réalité de ces artistes amateurs. Je vais terminer juste sur cette image. Oui, j'ai déjà dépassé. Sur cette image qui me semble concentrer beaucoup de choses, je vais juste attirer votre attention. Peut-être l'idée la plus importante, c'est le sens du détail de ces artistes amateurs, de ce qu'ils investissent. Et je pense qu'il y a un vrai investissement artistique dans cette technique relativement simple qu'est la linogravure. Regardez notamment la façon dont la jeune femme est représentée, non seulement son visage, mais aussi la façon dont le foulard qu'elle a sur la tête est représenté, la décoration. Et puis ce que je trouve le plus intriguant et que je n'arrive pas vraiment à m'expliquer, c'est le vêtement qu'elle porte et les motifs de ces vêtements qui ne sont qu'on a du mal à placer dans une histoire de la mode, ou une histoire de l'habit, de ce que portaient les paysans de l'époque. Et je trouve ça assez intéressant que dans ce cycle, la personne qui représente vraiment la couche la plus basse du peuple est-allemand, l'ouvrière agricole d'une coopérative, soit représentée avec des éléments qu'on a du mal à identifier et à placer socialement. Voilà, je suis désolé d'avoir dépassé un petit peu, je vous remercie. Bonjour à tous et merci d'être ici avec nous. Donc, je vais vous parler du Palast der Republik à Berlin. On m'entend mal. Je vais parler plus près du micro. Ok, merci. Je m'entends mieux maintenant aussi. Dans l'histoire de l'architecture moderne,
Le modernisme socialiste des années 50 à 80 est souvent traité comme une catégorie parallèle, provinciale ou de seconde zone. Pour la RDA, cette faible valorisation tient en outre à l'absence de figures distinguées d'architectes libéraux, le statut d'architecte libéral n'existant pas dans le régime. Souffrant d'un préjugé purement utilitaire et de faibles valeurs artistiques et culturelles, l'architecture moderne de la RDA est peu étudiée par les historiens. Des dizaines de bâtiments ont été rasés dans les années 1990 et 2000, le plus souvent en vertu d'une logique de rentabilité. Or, l'architecture des pays communistes s'est enrichie avec des nouvelles formes émergeant de nouveaux cahiers des charges qui cherchent à satisfaire les besoins d'une population de travailleurs. À ce titre, il constitue un aboutissement intéressant par rapport à l'ambition initiale des avant-gardes d'un progrès non seulement technologique, mais aussi social. Dès lors, comment se distingue le modernisme du peuple des pays communistes du modernisme de l'Ouest marqué par l'impérialisme américain? Le cas du Palace der Republik de Berlin, palais du peuple ultramoderne construit par le régime de la RDA dans les années 1970, permet de questionner l'articulation entre idéologie, forme architecturale, représentation du peuple et expérience vécue, comme je vais essayer de le montrer dans cette courte contribution. Inauguré en 1976, le Palace der Republik fut érigé au centre de Berlin par le régime de la RDA à l'emplacement longtemps resté vide de l'ancien palais des rois de Prusse, ravagé par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale et dont les ruines furent dynamitées en 1950 par le jeune État est-allemand. Heinz Graf Hundel, l'architecte en chef du Palace der Republik, l'exprimait dès le stade du projet, je cite, « Avec ce bâtiment, se réalise l'ambition historique légitime de la classe des travailleurs d'ériger au cœur de la capitale du premier État socialiste d'ouvriers et de paysans un bâtiment qui soit digne de les représenter. Le Palace der Republik, comme palais du peuple, en lieu et place de l'ancien palais des rois de Prusse, constitue un symbole de la nouvelle répartition de la propriété à l'avantage des travailleurs de notre pays, libérés de l'exploitation. » Le projet du Palace der Republik doit également se lire dans le contexte d'une volonté d'affirmation de la supériorité du régime de la RDA sur celui de la RFA. Donc le projet lancé en 1972 pour contrer celui du gigantesque centre des congrès du ICC Berlin, un palais des congrès aux allures de vaisseau spatial qui sera inauguré, lui, en 1979. Vous avez les deux bâtiments sur ces timbres. Bien différemment du ICC, la construction du Palace der Republik s'inscrit dans le mouvement des maisons du peuple, la Volkshausbewegung, portée par les réformateurs sociaux dès la fin du XIXe siècle, en faveur d'un accès collectif à la culture pour les exclus de la culture bourgeoise. Ceci dit, le bâtiment s'inscrit aussi dans le programme d'Erich Honecker d'un Konsumsozialismus, donc socialisme de la consommation, qui promettait aux habitants de la RDA le même accès au confort et aux produits de consommation qu'à l'Ouest. Le Palace der Republik sera la Kulturhaus la plus grande et la plus perfectionnée de la RDA en termes de flexibilité et de multifonctionnalité. Avec un plan rectangulaire de 180 mètres par 80 mètres, le Palace der Republik accueillait un programme ambitieux mêlant culture, loisirs et vie sociale. Une immense salle polyvalente de 5000 places, développée dans le sillage des recherches de l'Institut pour la technologie des équipements culturels, qui dépendait du ministère de la Culture de la RDA. Un grand foyer, j'ai mis quelques cartes postales qui montrent tous ces différents espaces à l'intérieur du bâtiment. Le foyer surnommé Erichslam, le magasin de luminaires de Honecker, le traduit. Une galerie de peintures contemporaines sur le thème « Les communistes ont-ils le droit de rêver ?» De nombreux restaurants, un bowling, un théâtre et même une discothèque. Mais le Palace der Republik était également conçu pour accueillir des congrès du parti unique de la RDA, la SED, et des événements officiels, jour où l'édifice restait fermé au grand public.
Au-delà de ces activités, le Palace der Republik fut l'instrument d'une véritable mise en récit du peuple, qui le distingue des simples maisons de la culture dans d'autres villes de RDA. On peut s'en convaincre à travers les articles de presse sur le Palace der Republik, parus dans les 3 principaux titres de la presse de RDA, Neues Deutschland, Berliner Zeitung et Neue Zeit, qui ont été intégralement numérisés et sont accessibles sur le site de la Staatsbibliothek zu Berlin, donc que j'ai consulté pour vous en extraire quelques extraits, justement. Ces supports livrent une image très vive de la place du bâtiment dans les grands récits, mais aussi dans la vie quotidienne des habitants de la RDA, du début des années 70 jusqu'à la fin du régime, puisque la signature de l'accord sur la réunification de l'Allemagne eut lieu au Palace der Republik en 1990, juste avant qu'il ne soit fermé pour cause de contamination à l'amiante. En tant que bâtiment au programme architectural et culturel d'exception, le Palace der Republik constituait un sujet de choix pour la presse illustrée. Donc, petit exemple là d'articles sur le bâtiment dans les grands titres de presse. Mais outre les articles à la teneur proprement architecturale, comme celle-ci, on remarque que le Palace der Republik servait surtout à mettre en scène et en récit le peuple de la RDA. Du lancement du projet jusqu'à l'inauguration et au-delà, le bâtiment était invariablement médiatisé dans la presse comme une maison pour le peuple, donc un Haus des Volkes. Je vous en montre quelques exemples de ces articles, voilà, parfois en une, comme vous voyez ici, où on rapporte les progrès du chantier, et puis effectivement l'inauguration, comme on voit ici, une maison pour le peuple au Marx-Engels-Platz. Voilà, ein Haus des Volkes wurde eröffnet. Des titres qui sont très homogènes dans les trois journaux. Une fois inaugurés, j'en suis pas encore là. Érigé dans un temps record de 3 ans, entre 1973 et 1976, véritable tour de force voulu par le régime, le chantier du Palace der Republik inscrivait le peuple dans une représentation glorifiée de l'effort collectif. De nombreux articles parus au moment du chantier mettent en scène les ouvriers, donc comme on le voit ici. Et ici, voilà, vous voyez également l'un des ouvriers de chantier qui est mis à l'honneur dans cette photographie de presse. Une fois inaugurée, les représentations du peuple au Palace der Republik étaient essentiellement de grands types. D'une part, les grandes cérémonies orchestrées par le régime, visites officielles, congrès du parti, cérémonies diverses. Voilà, à nouveau quelques exemples. Ici, solidarité avec le peuple du Chili, donc dans la grande salle du Palace der Republik, jusqu'en 1984, ici, avec les 35 ans de la DDR, également dans cette coulisse. Et d'autre part, on trouve des mises en scène de visiteurs anonymes qui donnait lieu à des figures médiatiques du peuple ordinaire de la RDA en train de s'adonner à la culture et aux loisirs. Des représentations d'allure plus vernaculaire, tout aussi utiles à la propagande du régime. Donc, je passe rapidement parce que j'ai beaucoup d'images et je vais veiller à rester dans les temps. Voilà, donc un grand bâtiment qui pulse... plein de vie, peut-on lire ici. Et puis, ces exemples-là, très nombreux, où c'est vraiment les familles, les gens du commun qui vont être, dont on va faire des portraits, on va expliquer d'où ils viennent, voilà, que ce sont des travailleurs venus de telle ou telle ville en famille, et on va honorer, ça aussi c'est une figure récurrente, le 100 millième, le 500 millième, le millionième visiteurs qui vont apparaître donc dans la presse. Voilà, encore un exemple. Un point de rendez-vous prisé pour tous les jours. Mais au-delà de son rôle dans la propagande d'État, le Palace der Republik occupa indéniablement une place importante dans le quotidien des habitants de Berlin et de la RDA.
Les agendas et les programmes régulièrement diffusés dans la presse donnent la mesure des nombreux usages du Palace des Républiques. Alors voilà, deux exemples de programmes comme ça, imprimés en pleine page dans les grands titres de la presse, où on voit justement les pièces de théâtre, les concerts, enfin tout ce qui s'y passe, et c'est absolument foisonnant. Des activités et des spectacles aux échelles les plus variées, concerts philharmoniques, festivals des arts populaires, cercles de lecture, concerts de rock, expositions, bals, mais aussi émissions de télévision, attirent des milliers de visiteurs, d'auditeurs et de téléspectateurs donc, au Palace des Républiques. Et donc j'ai trouvé quelques photographies qui sont mises en ligne par le Bundesarchiv, qui donnent un petit aperçu de ces événements dans des files d'attente. Et ça, c'est donc la galerie de peinture Dürfen Kommunisten träumen, sur laquelle a écrit Peter Feist, dont on parlait tout à l'heure. Mais je n'en parlerai pas maintenant. Voilà. Donc, et le studio télé, alors ça, c'était le plateau. Les premières élections libres en 1990 ont été mises en scène télévisées dans ce plateau qui a été mis en place à l'intérieur du Palace des Républiques. Les débats autour de la restauration, compliqués par la présence d'amiante ou de la démolition-reconstruction du bâtiment, finalement privilégiés, ne nous ont pas échappé donc, dans les années 1990-2000, après de rudes controverses et des usages intermédiaires du Palace des Républiques comme aux ruines. Le gouvernement allemand valide le projet de reconstruction à l'identique de l'ancien palais des rois de Prusse qui abritera dans peu de temps le nouveau musée du Humboldt Forum, donc, dont la construction a débuté en 2015 et dont voici la maquette. Ainsi, le Schlossplatz de Berlin continue sa longue histoire de sites accueillant les projections successives de l'identité nationale par le pouvoir en place. De l'avis de nombreux commentateurs, c'est surtout la volonté de tourner la page du système politique de la RDA qui a scellé le sort donc, du bâtiment du Palace des Républiques démoli en 2005. Mais alors, n'est-ce pas là une pratique idéologique tout à fait comparable à celle qui a mené à la démolition du Stadtschloss par le régime de la RDA? Ultime ironie, anecdote, les véritables pieux des fondations en chêne du palais d'origine ont été arrachés du sol et vendus aux enchères au début du chantier de la reconstruction, entre guillemets, à l'identique. Donc vous voyez ici cette structure en béton armé qui va donc être recouverte d'une façade baroque. Et voilà des images de synthèse du futur Humboldt Forum. La démolition du Palace des Républiques masque mal les failles toujours profondes entre l'ancienne RDA, socialement déclassée, mal représentée, et l'ancienne RFA qui reste le centre du pouvoir politique et économique. Ce constat ne suggère pas simplement de s'émanciper d'une interprétation totalitaire de l'architecture moderne de la RDA, mais aussi de distinguer ce qui, dans l'architecture, relève d'enjeux idéologiques contraignants et les dimensions qui méritent d'être réinvesties au-delà des manipulations idéologiques initiales. Comment se saisir de l'héritage moderniste, enfin de l'héritage socialiste en fait, sans disqualifier d'emblée les représentations populaires? Même lorsqu'elle est catégorisée de seconde zone, l'architecture peut s'avérer importante pour les gens qui ont vécu. Sa patrimonialisation dépasse les bâtiments eux-mêmes pour s'étendre à des enjeux de mémoire et d'identité des peuples. Le prisme du récit médiatique du Palace des Républiques, aujourd'hui disparu, offre précisément une telle mémoire des récits du peuple à l'époque de la RDA. Il invite à considérer l'histoire de l'architecture moderne de la RDA dans toute sa complexité, à l'articulation entre les idéologies, leurs expressions matérielles, les expériences subjectives des personnes ayant vécu et pratiqué ces endroits. Voilà.
Alors nous allons pas très loin du Palais de la République avec donc cette dernière intervention consacrée à cette grande manifestation du 4 novembre 1989. Soit 5 jours avant la chute du mur de Berlin, alors que la RDA, comme l'ensemble des régimes communistes des pays de l'Est, sont agités par diverses formes d'opposition massive, a lieu à Berlin-Est la plus grande manifestation de l'histoire du pays. Le déroulement de cet événement, sa mise en scène et sa médiatisation témoignent d'un moment clé de la révolution de 1989 en RDA, le détournement par le peuple du discours et de la symbolique officielle du régime sur ce même peuple et dont Mathilde Arnoult a déjà parlé. Le régime voit ainsi sa légitimité remise en cause par ce même peuple qui pourtant reposait précisément, reposait précisément sur lui. Alors je vous propose de revenir sur cet événement comme un peu un cas très spécifique au cœur de la capitale est-allemande et d'essayer de voir plus précisément comment cette déconstruction du discours officiel s'est faite et pourquoi cet événement est considéré comme un des moments clés de la révolution de 1989, alors que peut-être que cette lecture n'est pas totalement juste. Premier temps, la rue et la tribune du peuple, pour citer la première intervenante de cette grande manifestation. Petit rappel, la contestation du pouvoir en place, qui a lieu depuis le début, principalement depuis le début de l'année 1989, notamment autour de la question de la falsification des élections qui ont lieu au printemps, mobilise l'ensemble de l'Allemagne de l'Est, et pas uniquement à Berlin-Est. Et cette mobilisation prenne deux formes. D'une part, des départs massifs du pays via l'Autriche, via la Tchécoslovaquie, puis l'Autriche, puisque depuis janvier 1989, il n'y a plus nécessité de visa entre les deux pays. Et donc de nombreux Allemands de l'Est partent ensuite en juin-juillet, partent en vacances en Hongrie et passent ensuite la frontière. Donc, première forme d'opposition, c'est des départs massifs d'Allemagne de l'Est. Deuxième forme, ceux qui souhaitent rester et changer, réformer le système en place et qui décident d'occuper la rue. Et ces grandes manifestations ont lieu principalement, je ne sais pas si vous voyez, ici, à Leipzig et à Dresde. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes ici qui ne connaissent pas la géographie de l'Allemagne, mais on ne sait jamais. Et donc en province, pour citer les deux pôles principaux de ces mobilisations. Et vous avez, sous cette deuxième forme, donc de ces grandes manifestations, sont accompagnées donc du slogan « Nous sommes le peuple », qui est scandé plus particulièrement depuis le 2 octobre par ces milliers de personnes qui font le tour notamment du Ring à Leipzig et qui souhaitent redonner du sens à l'identité du régime est-allemand, de cette démocratie populaire. Il s'agit d'occuper l'espace public et de créer aussi un espace, un lieu où l'on puisse s'exprimer sans censure et où donc la prise de parole puisse être enfin se libérer. Le 7 octobre 1989, la commémoration des 40 ans de la RDA a lieu à Berlin-Est. Vous avez sans doute tous en tête donc ces images de ce défilé de l'armée devant les grandes figures du régime et devant Mikhaïl Gorbatchev. Et en parallèle de cette commémoration, qui a lieu devant les caméras du monde entier, vous avez une violente répression contre les quelques manifestants qui appelaient Gorbatchev à encourager le dirigeant est-allemand à être plus ouvert à ces réformes. Le 9 octobre, 2 jours après, à Leipzig, vous avez plus de 70 000 personnes qui se retrouvent dans la manifestation du lundi et qui lancent cette fois « Nous sommes un peuple ». Mais ce slogan, qui a été très discuté en amont par les organisateurs des manifestations, renvoyait pas du tout à l'idée d'une unification de l'Allemagne, mais plutôt « Nous sommes un peuple ». C'était les manifestants qui s'adressaient notamment à la Volkspolizei, aux policiers,
pour les inviter à ne pas réprimer, en rappelant que nous faisons tous partie du même peuple, et donc pour éviter la répression qui avait lieu 2 jours avant à Berlin. Mais cette répression qui a eu lieu le 7 octobre à Berlin-Est, mais aussi à Dresde, va être un facteur de mobilisation très forte des opposants dans toute l'Allemagne de l'Est, où il y a de plus en plus aussi de jeunes gens qui se mobilisent pour réclamer qu'une enquête soit menée pour connaître le nombre exact de victimes et le sort de ces personnes qui ont été blessées ou arrêtées. Et c'est dans ce cadre qu'est lancé donc l'appel à la manifestation, cette fois dans la capitale, le 4 novembre 1989, d'une grande manifestation contre la violence et pour le respect du droit d'expression, droit de manifestation, droit inscrit dans la Constitution. Cet appel à cette manifestation souhaite aussi rééquilibrer un peu justement la place de la capitale, de la RDA, dans toute cette géographie des mobilisations de 1989, puisqu'encore une fois, à Berlin-Est, il n'y avait pas encore eu ces grandes mobilisations comme il y avait eu dans d'autres villes de la province. Et vous le voyez, il y a un appel aussi sur ce petit flyer qui a été distribué, qui invite les manifestants à venir aussi avec des affiches. Et cette manifestation est initiée par le Neues Forum, le nouveau forum qui est une de ces organisations qui est créée en septembre pour créer justement un forum, un lieu d'échange et d'expression ouvert en Allemagne de l'Est. Mais si l'initiative vient du Neues Forum, ce sont les théâtres de Berlin-Est qui organisent l'événement en négociant, et c'est un événement accepté. C'est une manifestation qui, à la différence de toutes les autres, est officiellement acceptée par la police de Berlin-Est. Et donc son organisation est faite en dialogue avec la police de Berlin-Est, avec le parti, le SED, et avec le gouvernement. Ce qui est aussi une spécificité et qui la distingue des autres grandes manifestations de Dresde ou de Leipzig. Et la manifestation va prendre une forme qui est assez classique en Allemagne de l'Est, un défilé, qui va se dérouler tout au long autour de l'Alexanderplatz. Ici, en fait, vous avez ici l'Alexanderplatz. Et les manifestants vont faire le tour et arriver à la fin devant une petite tribune qui est en fait un petit camion, une petite tribune où vont prendre la parole plusieurs représentants des théâtres, donc de grandes figures intellectuelles, écrivains, acteurs, chanteurs connus par l'ensemble des Allemands et des Allemands de l'Est, mais aussi Markus Wolf, qui est à la retraite, mais ancien général de la Stasi, même s'il est présenté comme écrivain au moment de la manifestation. Et puis, vous avez Schabowski, qui représente là le SED, et qui va prendre la parole alors que le gouvernement et le parti essayent de récupérer cette manifestation. Et donc, vous avez à la fois cette idée, encore une fois, d'une procession, en quelque sorte, d'une manifestation qui reprend, encore une fois, les codes habituels de ces grands événements en Allemagne de l'Est, mais ensuite cette prise de parole qui va être très spécifique et marquer tout particulièrement l'événement du 4 novembre, donc ce défilé et ce meeting. Les organisateurs sont assez surpris par le succès rencontré par cette manifestation, puisque, alors sur le moment, on parle d'1 million de personnes. Des recherches plus récentes montrent qu'on est plutôt, la réalité, c'est plutôt 200 000 personnes. Il n'en reste pas moins, comme vous le voyez sur cette photographie, que toute l'Alexanderplatz est très vite occupée dès 10h du matin au début de la manifestation. Et l'appel des organisateurs via le micro, c'est d'essayer d'occuper les autres rues pour que les manifestants qui finissent la boucle puissent arriver sur l'Alexanderplatz. Et face à cette immense foule, vous avez donc, voyez, cette petite tribune vraiment faite de briques et de brocs, où vous avez donc ces intellectuels qui prennent la parole, comme ici Christa Wolf, écrivaine, qui va tenir un discours qui va faire date, et où elle évoque notamment donc justement l'appel qui a été lancé dans à Leipzig, à Dresde, « Nous sommes le peuple », et qui invite donc le gouvernement à entendre cet appel
qui prend ainsi forme au cœur même de la capitale. Alors le parcours de la manifestation a été très discuté et finalement il devait se rapprocher beaucoup plus justement du Palais de la République, qui en fait est occupé du temps de la manifestation par tous les membres de la police politique de la Stasi, qui sont prêts à intervenir, en plus de tous les membres de la Stasi en civil qui sont parmi les 200 000 manifestants. Et puis la peur du parti, c'était de voir ces manifestants s'approcher trop du mur, d'où vraiment le fait que ça soit finalement ce trajet en cercle autour de l'Alexanderplatz. Mais ce qui marque en fait les participants même de la manifestation et les observateurs, c'est la grande créativité des slogans utilisés, aussi bien par le contenu même de ces slogans, mais aussi la forme et les supports pris par cette expression populaire. Le défilé, ou comment on dit, c'est un défilé manifestant, s'ouvre par cette photo que vous avez dû souvent voir, la roue de l'histoire, donc lässt sich nicht anhalten, qui ouvre donc la manifestation, c'est Volkswalze. Donc la force de cette dynamique populaire. Et comme vous voyez sur cette photo, c'est ça qui frappe, c'est ce très très grand nombre de banderoles que l'on ne trouve pas dans les rares photos qu'on a des autres manifestations, pourtant très massives aussi à Leipzig ou à Dresde. De fait, il n'y avait pas cet effet de mise en scène de la même manière dans les autres villes. Ici, on est à Berlin-Est, c'est une manifestation autorisée. Et on sait aussi qu'il va y avoir beaucoup de journalistes de l'Ouest qui vont capter ce moment. Et non seulement c'est le nombre, mais aussi c'est la grande, encore une fois, créativité et diversité de ces banderoles, avec beaucoup d'humour. Et ce qui est intéressant, c'est on voit dans les archives de la Stasi qu'ils voulaient en fait contrôler ces banderoles. Ils avaient dit, pour préparer la manifestation, d'accord, on donne feu vert à la manifestation, mais les banderoles vont être faites par les étudiants de l'école de Weißensee. Et donc, on va retomber un petit peu sur des slogans connus, etc. Alors, ce n'était pas du tout ça qui va se passer. Chacun arrive avec sous le bras sa banderole, quelquefois dans un sac, parce qu'on ne sait quand même pas trop comment va réagir la police et la Stasi. Et devant le caractère finalement très pacifique de la manifestation, tout va se dérouler pour le mieux. Et donc, on va voir cette grande diversité. Et avec, notamment, pour faire le lien aussi avec l'intervention de Mathilde, donc on voit le détournement du symbole du SED, cette poignée de main, tchuss, au revoir, avec donc beaucoup d'humour, puisque rappelons-le, ici c'est un des nombreux petites affichettes qui rappellent donc le sens de la création du SED après-guerre. Et tout au long de la manif, ici c'est un exemple de toutes ces petites affichettes où ce symbole, à la fois par le graphisme, mais aussi par des jeux de mots, on invite le parti à enfin serrer la main et écouter et tendre la main vers ce peuple, et ou bien la police du peuple existe, c'est aussi le peuple, ou bien non, le parti est là pour le peuple, tant que le peuple est là. Et vous avez aussi ce côté très matériel, fait très rapidement, non professionnel, qui montre que là, il y a toute une partie de ces manifestants s'emparent de cet espace, de cette occasion de s'exprimer et de se faire entendre, autrement que ce qui était possible jusqu'à présent. Et ce qui est très important aussi le 4 novembre, ce que j'ai évoqué rapidement, c'est qu'il va y avoir que ces slogans ne vont pas simplement être vus et repris par les manifestantes, les manifestants eux-mêmes, ou vus simplement par les quelques intellectuels qui sont présents ici sur leur petite tribune, mais cela va être diffusé en direct à la télévision est-allemande. Et c'est la première fois que la télévision est-allemande filme en direct ce qui est en train de se dérouler en RDA. Le 4 novembre, pour cela, est vraiment un tournant. Et la radio aussi diffuse des émissions en direct. Et donc, l'ensemble de l'Allemagne de l'Est, des Allemands de l'Est, peuvent voir ce qui se déroule à Berlin-Est, alors que ce qui se déroulait à Dresde, à Leipzig, c'était des photos volées ou des images qui avaient été filmées en cachette par des journalistes est-allemands, des cassettes VHS transmises ensuite en Allemagne de l'Ouest, montrées aux journaux télévisés d'Allemagne de l'Ouest. Et c'est comme ça que les Allemands de l'Est, qui n'étaient pas à Leipzig, à Dresde, savaient ce qui pouvait se passer ailleurs en RDA. Tandis qu'ici, tout est visible, tout est montré pendant les 3 heures de meeting. L'ensemble des discours tenus sont montrés en direct, sans coupure, sans censure. Et donc, on a là, évidemment, un écho, une médiatisation qui fait partie aussi de la construction de cet événement et qui donne un poids tout particulier
à cet événement du 4 novembre. Ici, c'est une capture d'écran, donc juste de cette foule qui est particulière. C'est ça, quand on voit les images aussi de cette captation, enfin de filmer, c'est le silence, à part quand ils se mettent à siffler Chabovski, etc. Mais une grande attention, une grande tension, une grande attention des discours qui, dans les manifestations de nos jours, n'est plus très présente. Et on sent qu'on est là dans un moment nouveau, une nouvelle forme aussi de culture politique pour ces manifestantes et ces manifestants. Et ce qui est intéressant aussi pour souligner aussi le moment qu'est le 4 novembre et comment il est perçu à l'époque, c'est que les organisateurs demandent le jour même, alors que le meeting est en train de se terminer, à chacun de déposer ses banderoles pour que ça soit conservé, qu'on conserve une trace de cette expression populaire dans toute sa diversité. Là, vous voyez ce qui est fait. Et de fait, dès avril 90, donc avant l'unification, il y a une exposition consacrée uniquement à ces banderoles qui a lieu à ce qui va devenir le Deutsches Historisches Museum unter den Linden. Vous avez à gauche la photographie de l'exposition et à droite une photographie de l'exposition actuelle de ce musée historique allemand à Berlin, où ce qui est consacré à 89 est avant tout mise en scène avec ces différentes banderoles déposées. Pour conclure sur ce que aussi Mathilde Arnaud a déjà évoqué, ce que deviennent ces slogans, ce que deviennent cette forme d'expression du peuple. Alors évidemment, c'est le passage cette fois de « nous sommes un peuple », nous sommes le peuple à « nous sommes un peuple », et cette fois avec cette dimension d'unification 5 jours après avec la chute du mur de Berlin. Mais aussi donc toute l'ambiguïté de cette reprise justement de ces manifestations régulières qui ont lieu à Dresde, à Leipzig via Pegida ou Legida, qui non seulement donc tentent de reprendre aussi l'espace public, la rue comme espace d'expression contre les médias, contre le régime en place, et la reprise même du slogan « Wir sind das Volk », comme cette image de 2015, et la commémoration des 30 ans de la chute du mur doit être l'occasion de vraiment revenir sur ce qui s'est déroulé depuis 1989 et sur le sens que cela a pu avoir et sur tous les détournements qui ont eu lieu ces 30 dernières années. Je vous remercie. Alors, merci à vous tous. Je passe la parole à la salle s'il y a des questions. Marche. Vous m'entendez? Oui. Moi, je n'ai pas trop de questions à vous poser, mais j'ai plutôt quelques précisions à vous donner. D'abord, je suis née en France, je suis française, mais je suis d'origine polonaise, donc j'ai toute une famille en Pologne. Voilà. Et deuxième précision, j'ai donc des amis allemands, dont une amie qui est née à Berlin, derrière le mur, et qui a passé sa vie derrière le mur, et qui a vu évidemment la chute des murs. Alors je voulais juste, donc je connais bien tous ces pays-là et toute cette région, et je suis régulièrement à Berlin. Bon, alors ce que je voulais simplement dire, quelques petites précisions comme ça, pour revenir à l'époque du communisme, il y a tous ces slogans qu'on retrouve, dans la bande dessinée, etc., etc. Entre autres, le slogan « Travaillez pour la patrie, c'est travailler pour vous. Vous travaillez pour le peuple. » Vous trouviez ça sur tous les bâtiments officiels en Pologne, etc., etc. Et je peux vous dire que globalement, la population, ça leur amenait plutôt des haussements d'épaules. Voilà. Petite chose. Deuxième chose, en ce qui concerne à Berlin, là, la reconstruction du château est en train de se terminer, et notamment pour les 30 ans, je veux dire. Donc, je suis allée au mois de mars la dernière fois, donc, etc. Et donc, j'ai vu aussi ce palais de la République quand il a été à la chute du mur, parce que j'y suis allée avant le mur, pendant le mur, après le mur. Donc le palais de la République, je l'ai vu fermé et tombé évidemment en ruine. C'était une horreur. Donc la reconstruction du château là se termine pour les 30 ans.
Et donc, la précision que j'ai simplement donnée, c'est que les trois façades sont refaites à l'identique, mais la façade qui est tournée vers l'est, de l'autre côté, c'est une façade moderne. Voilà. Et donc, évidemment, ça change complètement l'aspect, enfin, l'environnement de ce secteur, mais bon, vous y êtes allé, vous avez dû voir, mais je le dis un peu pour tout le monde. Et donc, on attend évidemment cette ouverture de ce palais, de cet ancien palais, pour faire un forum, comme vous dites, etc. Donc, je voulais aussi vous dire ça, que pour ceux qui connaissent Berlin ou qui ne connaissent pas, je vous recommande d'y aller, parce que c'est une ville en ébullition et très intéressante sur le plan histoire. La chose que je voulais vous dire, parce que vous parliez beaucoup là, de la libération du communisme et de la chute, etc., tous les mouvements quand même sont partis de libération de toute ce qu'on appelle de toute cette Mitteleuropa. La libération est venue quand même en premier de tous les mouvements en Pologne et appuyée quand le pape Jean-Paul II a été pape, parce que quand il est arrivé dans son premier voyage et qu'il a dit « n'ayez pas peur », je veux dire, ça a été un peu le solidifiant. Là, on est obligé de dire non. Ah ben si, moi je peux vous dire. Si, je peux vous dire que, en tout cas, moi je parle pour les Polonais. Hein. Voilà, hein, parce que j'ai de la famille, donc je connais. Hein. Donc ça a été un solidifiant pour... certains Polonais. D'autres familles. Oui, mais pour beaucoup quand même. Je peux vous dire qu'a aidé à tout ce développement de tous ces mouvements. Et pour parler de l'Allemagne de l'Est, si vous vous rappelez, les premiers mouvements ont commencé dans les églises protestantes, hein, le clergé protestant, etc. Les premiers mouvements ont été commencés par les églises et dans les églises. C'est après que c'est passé dans la rue. Hein, je veux simplement dire qu'effectivement, c'est une longue histoire de libération, mais que tant mieux pour tout le monde. Voilà. Je voulais juste dire ça. Voilà. Vous voulez réagir ? Merci. Je m'adresse à Monsieur Bazin. J'ai été très intéressée par ce que vous nous avez présenté. Alors, sur un aspect, je ne serais peut-être pas tout à fait d'accord avec vous, la rencontre entre les paysans et les artistes dont vous dites qu'il y a un embourgeoisement. Moi, j'y vois simplement l'opposition entre le monde rural et le monde urbain. Le monde rural se caractérisant aussi bien en RDA qu'en France, dans les années 50, par le fameux foulard que portent les femmes, et qu'elles ne portent plus du tout. Si on voit aujourd'hui une agricultrice, elle ne porte plus du tout le foulard aujourd'hui. Mais j'ai une question à vous poser. Sauf dans cette scène où on voit les deux, je trouve que tous les personnages représentés sont d'une tristesse. Est-ce que ça vous a interrogé ou, enfin, je ne m'explique pas. Parce qu'on n'a pas du tout des travailleurs heureux de travailler pour la patrie ou je ne sais trop quoi. Regardez surtout le couple, par exemple. Enfin... Oui, je réponds. Oui, réponds. Je peux répondre peut-être sans micro. Oui, c'est une caractéristique qu'on retrouve souvent. Qui surprend quand on découvre cet art. Une des premières réactions qu'on a, c'est que c'est un art en effet beaucoup plus triste que ce qu'on peut penser. Surtout que souvent, quand on pense à cet art socialiste, on a plutôt en tête les images soviétiques des paysans heureux d'aller travailler dans les champs, tout ça, qui sont finalement une petite production dans l'immensité de la production. Ça existe, mais c'est loin d'être représentatif. Comment dire ? La tristesse, c'est toujours difficile à prêter à une œuvre d'art, enfin de savoir exactement quels sont les sentiments qui sont éveillés. Peut-être il faudrait en montrer beaucoup de ces cycles. Avec les autres en tête, moi j'insisterai pas forcément sur l'aspect particulièrement triste de ce cycle-là, il n'est pas dans l'optimisme forcené, ça c'est sûr, mais on a des représentations un peu plus sombres du travail.
C'est la sérénité, c'est peut-être beaucoup dire, là aussi, sérénité. Je pense qu'il y a un aspect... Bon, c'est tout simplement l'aspect routinier du travail agricole qui est un travail qui n'est pas exaltant, qui est fatigant et qui est voilà, très, très répétitif. Et moi, j'y verrais plus ça que vraiment quelque chose de sombre et que de triste. Oui, les couleurs ne sont pas extrêmement... Mais ça, c'est peut-être la technique. C'est la oui, technique. Mais vous voyez, ça dépend quand même d'une gravure à une autre. Ouais. Dans le palais de la République, il y avait des œuvres qui ont été sauvées, etc. Et elles ont récemment été exposées. Moi, je les ai vues l'année dernière, au mois de décembre, je crois, à Potsdam, au palais Barberini, qui a été complètement refait et dont l'intérieur du palais est entièrement réservé d'ailleurs à des expositions. Et il y avait sur tout un niveau, regroupé tous les grands tableaux qui ont été faits du temps, évidemment, de la DDR et du temps du communisme, etc., et qui étaient à l'intérieur du palais de la République. Donc, je voulais simplement vous poser la question si vous les connaissez, si vous les avez vus, etc. Mais pour revenir à ce que disait Madame, ces tableaux, ils respiraient pas la joie, hein, globalement, enfin, dans tous ceux que moi j'ai pu voir. Non, oui. La joie, je ne suis pas sûre que ce soit une caractéristique de la production artistique de la seconde moitié du XXe siècle. C'est-à-dire que c'est en partage aussi avec ce qui s'est passé. L'après-Seconde Guerre mondiale, et pas seulement dans les années 50, mais bien au-delà, pose la question des effets de la destruction massive, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, et trouver la joie. D'ailleurs, on a des spécialistes de ces questions dans la salle qui ont travaillé sur... la destruction, ça connote aussi bien. Je ne crois pas qu'on puisse en faire une qualité propre ou impropre au socialisme. C'est vraiment, ça marque profondément l'Europe dans la seconde moitié du XXe siècle. Et je pense que c'est très intéressant d'y travailler en tenant ensemble toujours l'Est et l'Ouest pour en faire quelque chose qui va bien au-delà de l'idéologie qui existe, on l'a vu. Je crois que les trois interventions étaient très intéressantes dans ce qu'elles articulaient justement à la fois des enjeux idéologiques de la fabrique du corps du peuple et de ce que fait et de ce qu'est le peuple, mais aussi de tout ce qui permet de distinguer l'hétérogénéité sur laquelle Jérôme a ouvert, et puis la variété de toutes ces expressions qu'on a vues à travers les propositions de Caroline, qu'on voyait matérialisées dans les files d'attente dont parlait Marie-Madeleine. Donc je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui une responsabilité forte à articuler avec toutes les nuances possibles ces questions-là, parce que en fait c'est un peu ce qu'on a surmonté aujourd'hui dans l'Europe actuelle. Donc voilà, ce serait ma réponse par rapport à la tristesse. Oui, merci. Merci beaucoup, c'était tout à fait passionnant. Moi, j'aurais une question pour Marie-Madeleine Osdoba au sujet. J'ai trouvé extrêmement intéressant tout ce matériel d'archives de la presse que vous avez sorti et toute cette idée que grâce à ces reportages photographiques, on peut voir évidemment la construction du peuple faite par la presse. Mais est-ce que là aussi on peut parler d'une hétérogénéité ou d'une variété? Est-ce qu'on peut déceler? Est-ce que c'est des récits complètement contrôlés? Ou est-ce qu'on peut, à partir de ces récits-là, faire des histoires variées? Est-ce qu'il y a toujours un filtre enfin, je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer, mais est-ce qu'on peut faire un lien entre ce que vous avez dit et ce qu'a dit Jérôme? Parce que Jérôme a beaucoup insisté sur la variété des catégories, sur les segments dans le peuple, sur les différentes... les différents groupes sociaux, les différents rapports de force, etc. Est-ce qu'on peut faire ce type de lecture à partir de ce que vous avez pu consulter dans la presse par rapport à ce lieu de production finalement pour le peuple, mais qui produit aussi des mises en récit du peuple? Alors la manière dont j'ai voulu structurer ma présentation, c'était
de mettre en regard ce récit de presse qui, non, je ne pense pas qu'il est le lieu de la plus grande hétérogénéité. Au contraire, on est très frappé, une fois qu'on se plonge dans les récits médiatiques du Palace des Républiques, à quel point ils sont stéréotypés, répétitifs et réalisés comme ça, avec des codes. Donc voilà, peut-être je ne m'y suis pas encore assez plongée pour trouver peut-être dans les détails des personnes, des journalistes, des gens qui feraient mentir cette première impression. Mais j'ai voulu mettre ça en face du vécu finalement de ces milliers, centaines de milliers de personnes qui ont pratiqué le bâtiment, qui en ont créé des représentations, j'imagine, de photographies amateurs, d'un tout autre ordre. Donc voilà, j'ai voulu mettre en face comme une construction largement pilotée par le régime et contrôlée de cette image du peuple, qu'elles soient les grandes cérémonies ou cette espèce de mise en scène du simple ouvrier, mais qui est aussi extrêmement cadrée et stéréotypée. Voilà. Donc je ne pense pas que c'est dans les récits de presse qu'on va trouver cette hétérogénéité. Alors juste, il y a une présentation qui commence à 15h30, donc c'est vraiment une... Juste pour ajouter à ta question, sur ce public, en effet, le monde de Berlin-Est, la société de Berlin-Est est une société extrêmement diverse. Et là aussi, quand on essaye de catégoriser un peu, de voir, on a plein de professions, y compris des gens qui font partie de ce peuple, des gens qui sont entre deux emplois, des catégories qui n'existaient pas dans les régimes socialistes, mais de chômage, qui qui existaient aussi dans ces pays-là, même s'ils n'étaient pas, il n'y avait pas de réalité. Et c'est un vrai souci aussi des autorités de l'époque, des années 70-80, de savoir comment elles vont décrire la société. Une société comme la société de Berlin-Est, la catégorie ouvrier et paysan sont des catégories trop frustres pour décrire toutes ces populations. Il y a ce qu'on appelle parfois classe moyenne, mais alors qu'est-ce qu'on met dans classe moyenne, c'est difficile. Et juste pour donner un moyen, des sources qui donnent une image de cette complexité, c'est qu'au Palais de la République et parfois à côté de la ferme Zeturm, il y avait des ventes d'œuvres amateurs qui étaient organisées, donc c'était vraiment des ventes. Et il y avait des enquêtes, c'est-à-dire au moment où les gens achetaient une œuvre amateur, on leur demandait à quel groupe ils appartenaient. Et la façon dont les gens nomment leur profession et leur place dans la société est absolument passionnante. On trouve ça dans plein d'exemples. La façon dont les gens se présentent, disent, répondent aux enquêtes. Là, c'est une enquête pas très... vous risquez rien à dire, vous pouvez dire n'importe quoi. C'est pas très engageant. Il y a des enquêtes où c'est plus difficile la façon dont on se présente, dont on se nomme. Mais il y a vraiment cette encore malléabilité de la hiérarchie sociale, de la façon dont la société est structurée, qui est, je pense, une des grandes caractéristiques, et encore plus dans les années 70-80, et encore plus dans une ville comme Berlin-Est, où vous avez plein de professions différentes, et même un monde ouvrier aussi très, très, très divers. Et du coup aussi des lieux culturels, ne serait-ce pour la musique, les jeunes qui volontairement n'allaient pas au Palais de la République, mais il y avait d'autres lieux. Et c'est ce qui fait aussi la spécificité de Berlin-Est par rapport à d'autres lieux de la RDA, c'est qu'il y avait une concurrence en quelque sorte possible. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir tous ceux qui n'allaient pas évidemment au Palais de la République et qui forment aussi ce peuple.
et qui là était extrêmement suivi. Et là, on a des traces parce qu'il y a quand même aussi des journaux justement consacrés autour de la FTJ ou des sections de la FTJ qui ont essayé de modifier les choses. Hein, l'association de jeunesse. Oui, j'ai tellement l'impression que tout le monde a été en RDA ou connaît RDA. L'association de jeunesse officielle que vous avez, là, il y a vraiment aussi tout un champ qui n'est pas au Palais de la République, mais qui fait partie, et qui est là très observable, qui a fait l'objet d'enquêtes à l'époque et après 89. Et parfois même avec des frontières, des Très mêmes fréquentes, personnes qui peuvent être dans les deux desserts. On va prendre une dernière question. Oui, c'est plutôt deux remarques. La première remarque concerne l'histoire du mot, du terme du peuple. Je pense qu'il faut... Mathilde a parlé de la contamination de ce parole pendant le nazisme, n'est-ce pas? C'est quand même bizarre que la RDA a utilisé ce terme. Et je pense que la raison se trouve dans le bateau du Reichstag, parce que le Reichstag a été construit, je pense, dans les années 70 du 19e siècle, et au début était prévu l'inscription dem deutschen Volk, au peuple allemand. C'était empêché par l'empereur, et uniquement après la chute de l'Empire, ces trois mots étaient inscrits au peuple allemand. Et ça, plutôt, je pense, c'est le lien aussi de cette utilisation du terme du peuple, c'est vraiment lié avec cette histoire, parce que à l'Allemagne de l'Ouest, on n'a pas utilisé le mot peuple, n'est-ce pas? Ça n'existait pratiquement pas. Une deuxième remarque, en 2000, je pense que c'était en 2000, après la reconstruction du Reichstag ou la réinstallation du Reichstag, Hans Haake a fait une installation au Reichstag et qui était, le titre était Der Bevölkerung, c'est-à-dire à la population et pas au peuple. Juste pour montrer que le peuple n'existe plus, ou le peuple allemand dans l'inscription de la Reichstag n'existe plus, c'est la population. Oui, sur cette question de vocabulaire et du rapport au nazisme, qui évidemment, c'est surtout l'adjectif völkisch. Le völkisch, ça c'est très nazi. En RDA, on utilise très peu völkisch parce que... Oui, mais c'est... Autant le mot folk est entièrement repris par la RDA et mis à la sauce socialiste, autant l'adjectif folkish, là il y a une vraie crispation, et on voit dans les archives même où les gens dans les sections du parti, quand le mot folkish est utilisé, on dit non, ça c'est beaucoup trop nazi folkish, alors que folk, non. Et qu'il faut voir que la RDA se construit pas simplement par rapport à l'Allemagne nazie, mais c'est dans ce contexte aussi d'influence de l'Est. Et aussi la notion de démocratie populaire ne se fait pas que par rapport. Et donc cette notion de folk, effectivement, il fallait bien récupérer cette dimension populaire, et on ne pouvait pas prendre folkish, et donc folk était un petit peu c'est pas que par rapport au nazisme que la RDA s'est construite. Merci beaucoup.